Bien, nous allons donc maintenant écouter Madame Martine Nice, qui est éducatrice spécialisée, thérapeute familiale, membre du bureau de l'EFTA, cofondatrice et directrice du Centre des Buttes-Chaumont et chargée de cours universitaires. Merci. Alors, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde parce que c'est vraiment la toute fin de la journée, mais néanmoins, merci de cette possibilité d'échanger, de confronter nos expertises dans le cadre de cette conférence. Voilà. Donc, je sais que j'ai très peu de temps, donc je vais aller assez vite. Donc, dans les années 80, en France, on était vraiment complètement pas éveillé à l'importance des problématiques de violence intrafamiliale. Donc, quand la question m'a été posée de l'approche de la famille de l'auteur de violences sexuelles, avec l'expérience que j'ai finalement depuis 1987, je me suis dit, dans le fond, le plus important, c'est de partager l'expérience que j'ai du travail avec les familles où il y a des violences intrafamiliales, sexuelles intrafamiliales, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violences extrafamiliales qui peuvent être commises par des personnes de la famille, mais vraiment le gros de la patientèle du centre, qui vient de toute la France, c'est vraiment les problématiques incestueuses. Donc, puisqu'en France, à cette époque, on n'était pas très au point, il y a une figure émergente de la société civile à qui je rends toujours hommage quand je commence une intervention, qui est Eva Thomas, en 85, à l'époque où la France n'a que 2 chaînes de télévision, qui est la première victime d'inceste à déposer un témoignage à visage découvert sur une de nos chaînes de télé. Et vraiment, c'est une parole de catastrophe, c'est-à-dire que derrière elle, il y a un déferlement de problèmes qui vont émerger parce que, bien sûr, cette personne a retrouvé un souvenir refoulé d'un viol incestueux quand elle avait 15 ans. Donc, elle est venue vers nous en ayant connaissance du début de nos travaux et nous avons effectivement formé un groupe pluridisciplinaire pour réfléchir à comment faire. Moi, j'étais mandatée par les juges pour enfants de Paris et nous avons travaillé après avoir été voir au Québec ce qui se passait, donc le criminologue dont nous ignorions à l'époque ce que c'était, on pensait que les Québécois parlaient français comme nous, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on avait du mal à échanger avec les Nord-Américains autrement. Mauvais enseignement de l'anglais en France. Donc, Eva Thomas a été notre expert de vie et autour d'elle, experts auprès des tribunaux, policiers, magistrats, juges du pénal. On a réfléchi pendant 3 ans pour proposer, on est assez culottés, proposer des changements dans la façon de prendre en considération ces violences sexuelles intrafamiliales. Et on a donc élaboré un protocole d'intervention sociale, judiciaire et thérapeutique. D'abord en faveur des enfants victimes d'eux, parce que le sujet était au démarrage, et ça a été toute la complexité de l'écriture de mon rapport pour la commission, nous avons commencé par les victimes. Et c'est ensuite, nous avons élargi notre expérience en développant évidemment tout ce travail familial avec eh bien, les personnes qui composaient les familles de victimes. Donc c'est de la pluridisciplinarité, c'est la psychiatrie, la psychanalyse, l'intervention sociale. On est 3 pour fonder cette structure. Et nous avons décidé de nous appuyer sur un modèle qui mixe le travail social et la psychiatrie, parce que ben voilà, c'était comme ça. Moi, je voyais les juges des enfants, j'envoyais des enfants en thérapie individuelle, ça se passait pas bien. Je venais que les enfants en thérapie individuelle, ça se passait un petit peu mieux. Et puis finalement, ben, je faisais une co-intervention avec le psychiatre ou le psychologue. Donc, on a décidé d'appliquer ce modèle de l'intervention en cothérapie. Les consultations au Centre des Buttes-Chaumont sont mensuelles. Elles durent entre 3 et 4 ans, à raison d'une séance ou 2 par mois, ça dépend de la taille des fratries. Et elles sont à géométrie variable, parce que vraiment, ce qui nous importe, c'est de pouvoir offrir la plus grande possibilité de rentrer en contact avec et la souffrance des victimes, la souffrance de l'auteur, les questions des positions des témoins, la fratrie, de ceux qui n'ont pas été directement exposés, mais qui baignent dans ces climats que Rakami a appelés incestuels. Donc,
notre travail est vraiment un travail que finalement, l'axe d'entrée, c'est un axe judiciaire. Et donc, il y a un tempo thérapeutique qui est en parallèle avec le tempo judiciaire. C'est logique, ça se comprend avec l'intervention d'Eva Thomas. La législation a bougé, la loi du 10 juillet 89, on a repoussé les délais de prescription, c'est absolument incroyable. Il faut se remémorer le choc que ça représentait dans la société civile et chez les magistrats qui n'étaient pas tout à fait enchantés d'avoir à travailler sur des histoires aussi anciennes. Aujourd'hui, c'est encore plus, mais c'était ça. Voilà. Alors, il m'a semblé que si nous réussissions à rentrer, nous les professionnels, à rentrer en contact avec une famille ou un individu ou un couple, eh bien, c'était parce que il y avait déjà une crise dans la famille et que cette crise, elle était en fait, avec ces paroles de catastrophe, de victimes ou ayant dit explicitement en accusant quelqu'un de violence sexuelle, ou bien repérée par des psychiatres ou signalée par des institutions, c'est vraiment une catastrophe qui bouscule le système familial qui, jusqu'alors, était un système à l'équilibre incestueux. C'est-à-dire que ces familles qui nous arrivaient, finalement, avant que la parole ne sorte de cette façon-là du secret des familles, eh bien, cet équilibre incestueux fonctionnait, l'apparence de famille. Voilà. Alors, il pouvait bien sûr y avoir des suicides, des hospitalisations en psychiatrie, mais on ne prenait pas en considération le sens des symptômes qui étaient là. Donc, cette crise met le système familial hors de l'équilibre. Et nous avons constaté dans la rencontre avec ces familles, de toutes les classes sociales, de tous les milieux, parce que vraiment c'est très partagé. Je ne vais pas vous donner les chiffres, on les a, ils sont européens, ils viennent d'associations militantes, ils viennent d'études internationales, ce sont des chiffres assez énormes. Mais il y a une place essentielle, c'est la place maternelle. Évidemment, nous avons commencé par des affaires d'inceste père-enfant. Et nous nous définissons comme étant des thérapeutes articulant des bases de la psychanalyse mélangées à des bases systémiques. Et donc, nous sommes très attentifs à la question du désaveu maternel qui précède les violences sexuelles sur l'enfant et les difficultés du lien d'attachement. Et une autre question qui est l'identification à l'agresseur qui arrive au moment du traumatisme et qui peut entraîner ensuite, pour les personnes qui sont impliquées dans ce système incestueux, ce que nous avons appelé l'incestigation, qui peut même devenir institutionnelle. Alors, évidemment, la deuxième cybernétique, je ne l'ai pas nommée, mais ça veut dire que celui qui est le professionnel est impliqué dans la crise familiale de la loi, puisque d'une certaine manière, ces systèmes familiaux nous mettent au défi de leur prouver que la loi qui interdit l'inceste est d'une certaine manière plus structurante, plus efficace, plus utile que les règles familiales abusives, maltraitantes qui existent sur plusieurs générations. Et ça entraîne une résonance entre les membres de la famille. Alors, nous n'avons pas tout le temps ensemble l'auteur et la victime. Hein, nous travaillons sur, puisqu'il me reste qu'une minute, nous travaillons avec 3 générations. Quand nous réussissons, on les avoir en séance. Mais s'ils ne viennent pas en séance, nous travaillons avec le génogramme et nous travaillons sur l'histoire des générations passées et nous travaillons sur le transgénérationnel. Et donc, pourquoi je parlais de ça? Oui, les incestes dans la fratrie, notre protocole, c'est un thérapeute pour l'auteur, un thérapeute pour la victime. Le thérapeute s'occupe des séances victimes par an, auteur par an. Quand c'est suffisamment mûr et en fonction du tempo judiciaire, on va pouvoir faire des séances avec les 2 thérapeutes en cothérapie et la famille au complet. Là, vous pouvez voir, c'est une étude qu'on mène et elle n'est pas encore terminée, mais on s'est demandé si c'était bien fondé de s'être autant impliqué dans la crise
surprise familiale en faisant les signalements et en étant si attentifs au pénal. Et nous nous sommes aperçus que dans le fond, c'est écrit fin, nous avions bien sûr des mères de famille qui avaient un passé qui correspond aux statistiques qui nous sont données dans des études multiples sur un passé d'abus. Voilà. Mais je finis. La surprise est quand même assez intéressante, c'est que toutes ces histoires que nous avons suivies d'enfants au centre qui sont aujourd'hui des jeunes adultes, eh bien, vous voyez les relations avec leur famille, ils estiment quand même qu'elles sont bonnes, correctes, très bonnes, excellentes, bien sûr, par rapport à d'autres mauvaises ou inexistantes, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Donc, merci beaucoup. Voilà. Et donc pour terminer, nous allons écouter le travail de Wayne Bodkin, doctorant en psychothérapie et thérapeute familial systémique. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier Madame la ministre de la Santé pour cette invitation avec, bien sûr, la Fédération des CRIAVS qui sont là et pour avoir cette... je pense, audace, je veux le dire, et ouverture qu'on ne trouve pas dans tous les différents départements de santé en France, d'essayer de voir différentes approches. Et là, on va parler d'une approche qui est de l'ordre systémique. D'abord, aussi, je voudrais dire, Walter Albardier me dit ah tiens, tu es le dernier personne qui va parler aujourd'hui. On te nommait le Terminator. Donc je dis bah, merci beaucoup Walter. Donc j'essaie de faire mon mieux, mais plutôt dans une approche d'ouvrir les choses et peut-être être un début pour quelque chose. Merci Martine. J'ai noté hier, j'étais curieux. Chaque fois le mot famille est venu dans les différentes discussions. Vous savez combien de fois? 26. 26 fois. On est parlé de la famille, donc jusqu'à un truc que j'ai noté. Tiens, c'est intéressant, c'est toujours présent. Donc, je voudrais juste présenter deux collègues qui vont venir. On va faire un petit scénette. On n'est pas le temps de faire un jeu de rôle complet. Donc, voilà, avec Magali Taillard-Dira, qui est mon co-thérapeute souvent à l'hôpital, au CHU, où je travaille à Montpellier, au CRIABS, et aussi Cyril Manzanera, qui va être l'autre personne, le père dans cette scénette. Juste donner le contexte d'abord, c'est une famille où il y a un suivi individuel pour tous les membres de la famille, c'est ça qu'on a entendu au début, suite à un second passage à l'acte hétéro-agressif d'un fils aîné. Donc, dans cette famille, ils ont rencontré beaucoup de souffrances, évidemment, la confrontation avec cet effet qui est devenu public. Et bien sûr, ça a réactivé beaucoup de choses. Donc, on va commencer ce petit scénette. Donc, je sais pas... là. Hop. Merci. OK. Donc, je prends le rôle de... Hop. Je vais prendre le rôle de thérapeute, Magali le maman, le mère et Cyril le père. Merci. C'est bon? Donc, nous avons proposé de vous recevoir, mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous préciser vos attentes? Oui, bonjour. Donc, en fait, voilà, avec ma femme, on aimerait bien comprendre un peu ce qui s'est passé. On est venu chercher de l'aide parce que finalement, ce qui s'est passé ne correspond pas trop à la façon dont nous l'avons élevé. Donc, on aimerait comprendre. C'est quoi, quand vous dites l'aide, qu'est-ce que vous entendez par l'aide? Nous aider, c'est ne pas être seul par rapport à notre vécu, notre famille, nos filles. Comprendre pourquoi, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait pour en arriver là. Alors que notre famille s'est construite de manière harmonieuse. On a tout fait pour que nos enfants réussissent. Pour l'épanouissement de nos enfants, pour leur réussite, c'est extrêmement important pour nous. Oui, on a toujours été là pour nos enfants, gérer les problèmes, leur faire plaisir, en oubliant, en nous oubliant. Et aujourd'hui, il y a la douleur. Ma douleur. Je ne sais pas si on peut la partager. On est touché dans notre cœur et notre esprit. La tête est lourde, on respire mal. Et le procès. Pourquoi ce suivi? Qui a décidé? J'ai une histoire compliquée. Ce qui s'est passé m'a bouleversée. J'ai consulté une psychologue, puis une psychiatre, et chacun consulte dans la famille, mais comme ça allait encore plus mal, ma psychiatre m'a orientée vers votre structure, à l'automne.
De l'année dernière. J'ai mis des mois à me décider à prendre un rendez-vous. Je n'avais pas idée de ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, se tourne vers le père, c'est moi, et vous? Moi, c'est un petit peu. Cette seconde affaire m'a bouleversé. J'ai senti que j'étais mal. Je suis allé chercher un peu du soutien. Et puis j'ai rencontré l'excellent docteur Lacambre. Voilà, on a pu discuter. Il y a un lien qui s'est établi. Il y a une proximité. C'est presque un peu un copain. Alors, honnêtement, je ne sais pas si ça m'aide beaucoup, si c'est utile, mais bon, il m'a donné un traitement et voilà, ça avance. On voulait fonder une famille. Adam, c'était l'aîné. Il est né en 2002. Et puis après ça s'est pas bien passé. J'ai l'impression d'avoir tout raté, de n'avoir pas été du tout à la hauteur en tant que mère, mais aussi en tant que femme. Non, elle croit toujours que c'est sa faute, elle croit toujours qu'elle a raté quelque chose. Non, ma chérie, non. Je me demande si en tant que mère, il ne faut pas dire « ne fais pas ça à l'autre, on ne s'y attend pas ». Je ne sais pas comment on peut protéger sans finalement les traumatiser plus tard. Il aurait fallu que je lui dise à 10 ans. Toute cette période a été une véritable descente aux enfers. On est encore très très bas. En tant que mère, c'est une catastrophe. Au début, je n'étais pas capable de croire que c'était arrivé. Mais j'avais vu qu'avec sa sexualité, il n'était pas à l'aise. J'ai vécu l'enfer en me mettant dans la peau de tout le monde. Ça m'a détruite. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on admet que c'est fondé. Hein, c'est vrai. Moi non plus, j'avoue, au début, j'y croyais pas. Enfin, c'est un séisme, c'est une catastrophe, effectivement, comme tu l'as très bien dit, ma chérie, à monsieur. Il faut le protéger, parce qu'on l'aime énormément, mais c'est vrai qu'on n'accepte pas, et puis il y a la colère aussi. Hein, C'est vrai, il a détruit son avenir, il a abîmé la sexualité de cette petite fille, mais aussi la sienne. Et la nôtre aussi. D'accord. Merci. Les études montrent clairement que à peu près partout dans le monde, et on est autour de 90% des agressions sexuelles ont lieu au sein de la famille. Et aussi que nombreux auteurs ont été victimes dans leur enfance. Mais aussi que les attitudes et les croyances liées à la culture jouent un rôle déterminant dans les agressions sexuelles. Si nous parlons de véritable prévention, nous devons parler des attitudes et des croyances des hommes et femmes à l'égard du sexe, des relations et de l'éducation des enfants. Ce sont des précurseurs de la violence faite aux hommes, aux femmes et bien sûr les enfants. Donc, un cadre efficace à utiliser pour reconstruire et soigner une famille de violences sexuelles intrafamiliales est un cadre qui intègre la famille dans son ensemble et donc la thérapie familiale. C'est important d'inclure les parents parce que dans la thérapie, parce que c'est les parents qui contribuent fréquemment au traumatisme initial et influencent aussi toujours le cours de la guérison de leur enfant. La théorie des systèmes familiaux reconnaît que les membres de la famille sont interconnectés de telle sorte que chaque individu affecte les autres, qui à leur tour affecte le premier membre d'une chaîne d'influence circulaire. Cette approche fait appel à des membres clés qui peuvent activer des changements nécessaires au sein de la famille par le biais des séances individuelles et familiales. Les cliniciens se concentrent donc sur les relations de les modèles systémiques dans l'évaluation et l'intervention. On considère 3 choses. Comment les membres de la famille peuvent contribuer aux situations problématiques et sont affectés par celles-ci. Deuxièmement, comment ils peuvent être des ressources pour résoudre les problèmes. Et troisièmement, comment les liens familiaux peuvent être renforcés pour un plus grand bien-être et une croissance positive. Donc, le travail qu'on fait tout simplement ensemble, c'est essayer d'utiliser ces ressources, cette intelligence qui est là dans la famille. Ils ont ça. Et d'essayer de voir comment on peut amener, pas seulement le patient désigné, donc l'auteur, mais aussi le reste de la famille. Parce que très clairement et souvent, on est tellement des situations, je peux vous raconter, mais je n'ai pas le temps, pour expliquer comment les familles ont eu un impact sur chaque auteur qui était présent. Donc, les interventions familiales visent à modifier
les schémas dysfonctionnels, à exploiter les ressources familiales et faciliter la communication et la résolution des problèmes et à renforcer le fonctionnement individuel, mais aussi familial. Merci.